Bonsoir à tous. Un titre à la une de ce vendredi. Quand le terrorisme s'abat sur la France, la Tunisie et le Koweït. Édition spéciale ce soir consacrée aux attaques survenues dans ces trois pays. La France d'abord, où une usine de gaz en Isère a été prise pour cible. Il y a un mort, 2 blessés, un homme a été décapité. Le tueur présumé a été interpellé. Il était connu des services de renseignement. François Hollande est rentré en urgence de Bruxelles. Un renforcement du plan Vigipirate a été annoncé. Question ce soir sur le profil du terroriste. On s'y arrêtera longuement avec nos envoyés spéciaux sur le terrain et nos experts en plateau. Et peu de temps après, c'est donc la Tunisie qui a été frappée en son cœur. Une attaque de grande ampleur. Un tireur a fait 37 morts sur une plage touristique de Sousse. Les vacanciers étrangers étaient clairement pris pour cible. L'homme a été abattu. On entendra les réactions. Renaud Bernard sera en direct. Invité ce soir dans ce journal, le ministre tunisien des Relations avec la société civile. Et quasiment simultanément, un attentat suicide dans une mosquée au Koweït, cette fois, a fait 25 morts et des centaines de blessés. Attaque revendiquée par le groupe État islamique. Bienvenue à tous. On va donc ce soir revenir très largement sur ces événements tragiques. La France d'un côté, la Tunisie, le Koweït de l'autre. Et d'abord cette image, regardez, qui résume l'horreur survenue sur une plage tunisienne. C'était à la mi-journée. L'assaillant a ouvert le feu au milieu des vacanciers. Le bilan ce soir est donc d'au moins 37 morts et de nombreux blessés. On y reviendra tout à l'heure. D'abord la France. C'est l'autre tragédie de cette journée. Le nombre de victimes n'est pas comparable, bien sûr, mais ce qui frappe, on en parlera, c'est le mode opératoire et l'horreur de la mise en scène. La victime, je le disais, a été décapitée. C'est une usine de gaz en Isère qui était visée. Les faits d'abord avec Mathieu Boisseau et nos correspondants en Rhône-Alpes. Une explosion vient de retentir. Les gendarmes se précipitent vers l'usine. C'est un attentat contre cet entrepôt Air Products et ses bouteilles de gaz industriel. Les premiers pompiers sur place ont déjà maîtrisé un homme. Il voulait faire sauter le site. Bernard Cazeneuve arrive. Il dévoile l'identité du suspect. Nous savons d'ores et déjà qu'il pourrait s'agir de Yacine Sali. Ce personnage avait fait l'objet d'une fiche S en 2006 pour radicalisation, qui n'a pas été renouvelée en 2008. Il n'avait aucun casier judiciaire. Yacine Sali, 35 ans, connu des services de renseignement, chauffeur-livreur de cette société de transport à Chassieux dans la région lyonnaise. L'homme aurait quitté son entreprise ce matin, direction Saint-Quentin-Falavier, l'usine Air Products, à 20 km de là. 9h35, au volant d'une camionnette, Yacine Sali entre dans ce site pourtant surveillé. Son entreprise dispose d'un laissez-passer en tant que sous-traitant. Puis il précipite sa voiture sur des bouteilles de gaz dans un hangar et provoque une explosion entendue dans tout le voisinage. C'était un gros bruit, ça nous a semblé bizarre. C'est un bruit qu'on n'entend pas. Voilà. Même ma fille a eu peur. On a simplement entendu une grosse déflagration, donc les vitres ont tremblé. Et, on a pensé à une explosion, mais moi j'ai plus pensé à une explosion d'une usine éventuellement où il y avait eu un souci. Voilà. Yacine Sali tente ensuite d'ouvrir les bouteilles de gaz à l'extérieur du hangar. Il est 10h, c'est là que les pompiers le surprennent et l'immobilisent jusqu'à son arrestation par les gendarmes. À quelques mètres de là, les forces de l'ordre découvrent une mise en scène macabre. À l'aplomb du véhicule utilitaire a été découvert par les enquêteurs le corps de la victime, corps sans tête. À proximité immédiate du véhicule a été retrouvé un couteau, donc arme qui est en cours d'exploitation. Enfin, dans l'angle non couvert par les caméras, a été découvert la tête de la victime accrochée au grillage de l'usine, encadrée par 2 drapeaux qui comportent des mentions qui signifient la shahada, donc la profession de foi. La victime est le patron du suspect, le chef de l'entreprise de transport à Chassieux, âgé de 54 ans. Ce soir, Yacine Sali est en garde à vue, entendu par les services antiterroristes. Le plan Vigipirate est porté à son niveau maximal dans la région Rhône-Alpes. Il y avait 43 salariés dans l'usine au moment de l'attentat. Personne n'a été blessé. Oui, ce soir, bien sûr, l'émotion est immense à Saint-Quentin-Falavier, petite commune d'à peine 6000 habitants. Habitants, justement, ou témoins de l'attaque, comment ont-ils vécu les événements? Propos rassemblés ce soir pour nous par Lorraine Gublin, Étienne Prigent et Olivier Jacquelin. Au moment de l'attentat dans cette zone industrielle, de nombreux employés sont sur place, comme un jeune chauffeur-livreur arrivé en même temps que les gendarmes.
C'est impressionnant, hein, franchement. Qu'est-ce que vous avez vu? La tête posée sur le grillage. Après, on n'a pas eu le temps de rester trop longtemps, on a dû circuler après. Donc, impressionnant, franchement. Ils sont intervenus rapidement, mais c'est vrai que franchement, ça faisait peur sur le coup. Une quarantaine de personnes travaillent sur le site d'Air Product. On ignore combien d'entre elles se trouvaient à l'intérieur ce matin. Le maire d'une commune alentour a pu les rencontrer. Les salariés, là, je viens de les voir là à l'instant. Bon, certains effectivement sont particulièrement choqués parce que on pense pas quand on va travailler le matin de se retrouver avec des gens qui veulent vous tuer, quoi. Ils ont craint pour leur vie à un moment? Bien sûr. Tout l'après-midi, les rues de Saint-Quentin-Fallavier sont restées désertes. Les habitants peinent à réaliser qu'un attentat a bien eu lieu dans leur petite commune. Ils n'ont pas peur des mots, quoi. Tout le monde se connaît ici. On a tous tendance à penser que c'est le genre d'événement qui se passe ailleurs et en fait, on vient de prendre conscience que personne n'est à l'abri, quoi. On est en sécurité malheureusement nulle part et voilà, quoi. Les écoles ont demandé aux parents de venir chercher leurs enfants. Choqué quand même, parce que bon, après, on a un peu peur que ça arrive un peu n'importe où, et puis la preuve, ça arrive n'importe où, donc je vais récupérer mes enfants, et puis j'ai envie de les récupérer même, maintenant. Ils ont été dans une salle avec des volets fermés pendant une demi-heure, ils ont été isolés tous ensemble, et donc on est venu les rechercher à 11h30. La consigne a été donnée à tous les parents de garder les enfants avec eux. Voilà, et ce soir, on l'a dit, le principal suspect a donc été interpellé. Bonsoir Denis Sébastien, on vous retrouve en direct sur place. Plusieurs informations ont circulé toute la journée. D'abord sur de possibles complicités, on a également parlé d'un homme en fuite. Que disent ce soir les enquêteurs ? Oui, Julien. D'abord, une certitude. Les caméras de surveillance, l'exploitation des caméras de surveillance sur le site permettent de dire de façon quasi formelle que c'est seul que l'homme est arrivé au volant d'une fourgonnette. C'est seul qu'il aurait procédé à sa macabre mise en scène et c'est donc seul qu'il aurait projeté son véhicule sur des bouteilles de gaz provoquant l'explosion avant d'être maîtrisé par un pompier qui travaillait sur le site. Alors évidemment, malgré tout, la question de la complicité se pose. Ce soir, le procureur de Paris nous a indiqué qu'aucune information ne permettait d'étayer l'hypothèse d'une complicité dans l'usine ou dans la préparation de l'attentat. Cet après-midi, le domicile du suspect a été passé au peigne fin, notamment par la police technique et scientifique. Ce soir, outre l'intéressé, 3 autres personnes sont toujours en garde à vue, sa femme, sa sœur et une 3e personne de son entourage. Merci Denis pour ces précisions. Le suspect maintenant, le suspect numéro 1 s'appelle donc Yacine Sali, il a 35 ans, il est père de 3 enfants. On sait qu'il était fiché par les services de renseignement, son profil, son parcours. Les derniers éléments, on voit cela avec Arnaud Boutet, Benoît Gadret et Jean-Pierre Rivalin. Début d'après-midi, les hommes du raid se positionnent autour de l'immeuble de Yacine Sali, une tour d'un quartier populaire de Saint-Priest. Quelques minutes plus tard, très entourée, l'épouse du suspect de l'attaque terroriste ressort avec l'un de ses enfants sur le dos. Puis vient le tour d'une autre femme qui se trouvait également dans l'appartement familial. Les voisins se disent surpris et ils présentent Yacine Sali comme un homme discret. Ça fait 6 mois qu'il est là, on se voit juste dans l'allée, bonjour, bonsoir, ça s'arrête là. Vous avez remarqué quelque chose de particulier le concernant ? Du tout. Il n'a aucun signe ostentatoire, il a pas de signe extérieur d'appartenance ou une barbe, quelqu'un qui s'habille normal comme nous tous, quoi. Yacine Sali, 35 ans, profession livreur, casier judiciaire vierge. Depuis le début de l'année, il vivait à Saint-Priest en famille avec sa femme et ses 3 enfants. Aujourd'hui, la police scientifique a fouillé l'appartement et depuis plusieurs années, Yacine Sali était connu des services de renseignement. Il a fait l'objet d'une fiche S entre 2006 et 2008 pour des faits d'islamisme radical. Il avait depuis continué à attirer ponctuellement entre 2011 et 2014 l'attention des services de renseignement pour ses liens avec la mouvance salafiste lyonnaise. Une naissance dans le département du Doubs, à Pontarlier. Le garçon grandit dans un milieu religieux et l'imam qu'il a connu à l'époque rejette toute dérive dans sa mosquée. Je connaissais son père, et sa famille, quoi. Nous, on n'a pas de radicalisation chez nous. On n'a pas de mouvance dans notre mosquée. Et il n'y a pas de radicalisation chez nous. Yacine Sali a vécu ensuite à Besançon, dans son quartier de la Planoise. Une voisine signale alors aux autorités que le jeune homme présente des signes de radicalisation. Sali sera entendu par la police, mais sans que cela déclenche une surveillance particulière. Et avant de poursuivre,
un témoignage important, celui de l'épouse du suspect. Elle est ce soir entendue par les enquêteurs. Un peu avant, elle s'est exprimée au micro de nos confrères d'Europe 1. Elle se dit sous le choc. On l'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti au travail ce matin, à 7 h du matin. Mais il travaille où, madame? Il travaille, il fait de la livraison. Il livre des cartons, des commandes, des trucs comme ça. Hier, il était au travail, il rentrait, normal, on a passé une nuit normale, et puis le matin, encore comme d'habitude, elle partait au travail. Là, il y a ma belle-sœur, elle m'a dit, allume la télé, il y a le journal, elle est en train de pleurer. Moi, j'ai le cœur qui va s'arrêter, là, je comprends rien. Moi, je le connais, c'est mon mari. Est-ce qu'il était particulièrement religieux? On fait le ramadan normal. On a 3 enfants, on a une vie de famille normale, il n'y a pas de souci. Je vois pas l'intérêt ou pourquoi il va faire ça. Voilà pour ce témoignage. Bonsoir Audrey Goutard. La question de la complicité, c'est évidemment que la question que tout le monde se pose ce soir. Au vu des premiers éléments de l'enquête, s'agit-il a priori d'un homme isolé ou d'un homme qui appartient à un groupe structuré ? Difficile évidemment de le dire pour l'instant. En fait, il représente exactement ce que redoutent les autorités. Ce que redoutent le plus les autorités, c'est un homme prêt à tout et quasiment indétectable. On ne connaît pas bien son entourage, on ne sait pas comment il a fonctionné. Pour commettre son action, vous l'avez entendu, on a compris qu'il était seul. Il a su se fondre dans la société, sa femme décrit un bon père de famille, il n'a pas de casier judiciaire, il a un temps été repéré par les services de renseignement, mais il a su se faire oublier. Bref, c'est un parfait passe-muraille. Alors, à savoir s'il a des complicités, pour l'instant l'enquête ne fait que débuter et on a le temps d'avoir des réponses. Aucune revendication pour l'instant. Aucune revendication pour l'instant à notre connaissance. Il va falloir consulter les réseaux sociaux, ce que font les policiers de la DGSI en ce moment même, et on aura peut-être une réponse à un moment, mais pour l'instant rien. Merci Audrey. Et ce qui frappe dans cette attaque, on l'évoquait tout à l'heure, c'est surtout la mise en scène utilisée par le ou les terroristes. On en parlera dans un instant avec vous, Jean-Charles Brizard, car la symbolique évidemment a son importance. D'abord la victime, qui est-elle? Eh bien on a appris en fin d'après-midi qu'il s'agit donc de l'employeur du suspect. Guillaume Daré avec Camille Lemeur. Devant l'entreprise de la victime, cette employée apprend par la presse la mort de son patron. Elle accepte de répondre, mais demande à rester anonyme. Mais c'est vraiment lui? C'est sûr? Oh là là. Ça fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine. Parce que je l'aimais beaucoup. Très gentil. Sa femme aussi très gentille. C'est un couple adorable. Ils ont été toujours très conciliants et... Je ne peux pas y croire que c'est lui, quoi. J'ai eu je ne sais combien d'employeurs dans mon... j'ai fait je ne sais combien de métiers et je pense que c'est le meilleur des patrons que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant, quoi. Dans l'entreprise, l'auteur présumé de l'attentat passait, lui, pour un homme discret. Les collègues là qui le connaissaient ont dit que c'était une personne très renfermée, qui ne disait jamais rien, qui était très polie, qui offrait toujours des cafés, voilà, mais bon, qui disait jamais rien, quoi. Ce soir, un périmètre de sécurité a été mis en place par la police autour de cette entreprise, située dans la banlieue lyonnaise. Bonsoir Frédéric Rota, vous êtes justement en direct de Chassieux devant l'entreprise que dirigeait la victime et où travaillait donc le principal suspect. A-t-on ce soir une idée de la manière dont l'enlèvement a eu lieu ? Écoutez, c'est une véritable zone d'ombre et c'est la raison pour laquelle les policiers perquisitionnent depuis le début d'après-midi dans cette société qui se trouve dans une zone industrielle à Chassieux. Ils veulent essayer de comprendre ce qui s'est passé entre le terroriste et sa victime, c'est-à-dire son employeur. Ce que l'on sait, c'est que Yacine Sali travaille ici depuis mars 2015. Chose importante que nous ont également dit certains salariés, eh bien le patron, son employeur, ne partait jamais en tournée. Alors, ce que les policiers veulent savoir, c'est ce qui s'est passé, comment les deux hommes sont entrés en contact, que s'est-il passé après? Autant de questions ce soir sans réponse. Merci Frédéric pour ces précisions. Jean-Charles Brizard, merci infiniment d'être avec nous ce soir, spécialiste des questions de terrorisme. J'évoquais la mise en scène de cette décapitation. C'est vrai qu'un cap est franchi, c'est la première fois
que ce type de décapitation intervient en France et ça rappelle évidemment ce que font les djihadistes en Syrie et en Irak. C'est vrai, vous le rappeliez, l'enquête commence, elle déterminera si l'individu a été inspiré, incité par la propagande d'un groupe terroriste ou s'il a été éventuellement dirigé, c'est vraisemblable, par un groupe terroriste pour commettre cet attentat. Mais ce qui est certain, c'est que l'emploi de cette méthode barbare, qui est la marque de fabrique, la signature de l'État islamique, témoigne manifestement de la volonté de l'auteur d'inscrire cette action dans la lignée de celle de l'État islamique, et elle revient pratiquement à dire qu'il se revendique lui-même en tout cas de l'État islamique, en effet. Vous diriez qu'un cap est franchi avec cette attaque et la mise en scène qu'on a vue aujourd'hui? On peut pas dire ça parce qu'il n'y a pas de degré dans l'horreur. On le voit tous les jours en Syrie et en Irak avec les vidéos de l'État islamique. Simplement, on voit que sont importées sur notre sol des méthodes, en effet, auxquelles nous n'étions pas habitués. C'est la première fois qu'on décapite un Français sur le sol national. C'est la première fois aussi que est envisagé un attentat suicide. C'était manifestement l'intention de l'auteur de l'attentat aujourd'hui. Donc voilà, tout ça est très nouveau. C'est la première fois aussi qu'une infrastructure vitale est attaquée par un acte de terrorisme en France. Vous restez avec nous évidemment, Jean-Charles Brizard, car on a d'autres questions à vous poser. Décidément, l'histoire se répète, puisque comme en janvier, le principal suspect interpellé est lui aussi connu des services de renseignement. Il avait fait l'objet, on l'a dit, de ce que l'on appelle une fiche S en 2006. Alors de quoi s'agit-il précisément? Et pourquoi l'homme n'était plus surveillé? Question-réponse, on voit cela avec Claire Colnet. Mohamed Merah, Chérif Kouachi, Hamedi Koulibaly, Sid Ahmed Glam et aujourd'hui Yacine Sali. Des terroristes ou présumés terroristes avec un point commun, tous ont déjà été visés par une fiche des renseignements dite fiche S. C'est le cas de Yacine Sali entre 2006 et 2008. Qu'est-ce qu'une fiche S? C'est un document, comme celui-ci, qui vise tout individu menaçant la sécurité nationale. Avec cette fiche, les renseignements peuvent le surveiller discrètement, écouter ses conversations téléphoniques et suivre ses déplacements à l'étranger. Des fiches remises à jour tous les 2 ans et une surveillance relâchée pour ceux qui sont jugés moins dangereux. C'est ainsi que Yacine Sali est sorti du fichier en 2008. Combien de personnes sont-elles visées par cette fiche S? Le chiffre est confidentiel, on parle de plusieurs milliers. Islamistes radicaux, mais pas seulement. On y trouve aussi des hooligans ou des membres de formations politiques extrémistes. Tous sont fichés entre 1 et 16, selon leur dangerosité. Sid Ahmed Glam, par exemple, était au niveau 13. Mais comment tous les surveiller? C'est bien là tout le problème. Selon les policiers, impossible de les suivre en permanence. Une faille qui a permis à certains d'échapper aux écrans radars, de constituer des stocks d'armes et de commettre des attentats sanglants. Depuis le début de l'année, c'est la 5e fois que la France est directement visée sur son sol, après les attaques de Charlie Hebdo, de Montrouge et de ce supermarché Cacher en janvier, et le projet d'attentat déjoué contre une église de Villejuif il y a 2 mois. Voilà, alors évidemment tout ça pose question, Jean-Charles Brizard. On a du mal à comprendre comment, après les attaques de grande ampleur qu'on a connues notamment en janvier, comment des individus fichés, radicalisés, suivis par les services de renseignement, arrivent encore à passer à travers les mailles. Ce qu'on observe malheureusement, et ce depuis l'affaire Merah, avec, vous en parliez, l'attentat de Paris, les frères Kouachi, Hamedi Koulibaly, c'est que la détection des individus à risque, les individus radicalisés, elle fonctionne très bien. Les services de renseignement ont une grande expertise dans ce domaine, et donc ces individus sont identifiés. Ce qui pose encore question et problème aujourd'hui en France, c'est le suivi, la surveillance de ces personnes. Et ça pose la question des moyens. On n'a pas les moyens humains pour les suivre. Ça pose un problème de moyens, parce qu'aujourd'hui, on surveille qui? On surveille près de 5000 personnes dans ce pays. En tout cas, pas en même temps, mais on estime que 5000 personnes peuvent être à risque entre les djihadistes français, c'est-à-dire que ceux qui sont partis sur le théâtre d'opération syro-irakien, ceux qui sont des sympathisants de l'État islamique, ce qui est vraisemblablement le cas de l'auteur d'aujourd'hui, qui sont près d'1 millier sur les réseaux sociaux et ailleurs, et puis des individus qui ressortent d'anciens dossiers, d'anciens réseaux terroristes. Donc toutes ces personnes, on les surveille, on essaye de les surveiller, et donc il faut bien faire des choix, malheureusement. Il y a des cibles prioritaires, parce qu'on évalue à un moment T un individu plus dangereux qu'un autre, et donc on va décider d'affecter des moyens sur cette personne. Mais il y a une réponse adéquate, Jean-Charles Brizard, face à cette nouvelle menace de djihadistes isolés, j'allais dire. La réponse, si vous voulez, sur le plan national,
On y a répondu en partie. On a une loi qui a été votée en novembre 2014 et qui prévoit de nouvelles mesures extrêmement innovantes pour permettre justement d'entraver le départ de ces individus. On a par ailleurs une nouvelle loi sur le renseignement qui a été adoptée. Et puis il y a des décisions qui sont intervenues sur le plan administratif pour pouvoir signaler ces personnes, qu'on puisse suivre et traiter éventuellement pour les remettre dans le droit chemin. Tout ça a été fait. Si on va aller plus loin, on pourra d'abord difficilement aller plus loin, sauf à renier nos propres valeurs, notre propre démocratie. Je crois que pour aller plus loin, malheureusement, il faut se rendre compte que c'est un phénomène transnational, européen en particulier, et des engagements qui ont été pris après l'attentat de Paris, les attentats de Paris en janvier par les autorités européennes, et on voit que les choses n'ont toujours pas avancé 6 mois après. Le PNR européen, l'échange d'informations systématiques, toutes choses qui nécessitent un accord entre pays européens. Et on en dira un mot également tout à l'heure, vous restez avec nous encore une fois, Jean-Charles Brizard. Alors, quelle réponse justement après cette nouvelle attaque? Eh bien, François Hollande réunissait tout à l'heure en urgence un conseil restreint. Le chef de l'État est rentré précipitamment du sommet de Bruxelles. Bonsoir Maryse Burgot. Vous avez suivi cette réunion à l'Élysée et une annonce importante a été faite tout à l'heure. Oui, François Hollande a annoncé que la région Rhône-Alpes passait pour 3 jours en alerte attentat. C'est le niveau le plus élevé du dispositif antiterroriste Vigipirate. Alors, ce conseil restreint rassemblait les ministres de la Défense, de l'Intérieur, des Affaires étrangères. Manuel Valls participait lui aussi, mais il était en visioconférence de Bogota, un déplacement en Colombie qu'il a bien sûr ajourné. Et le Premier ministre sera présent ici demain matin à 11h, puisque François Hollande a convoqué un autre conseil restreint demain matin. François Hollande qui bien sûr a vu toutes les photos prises par les enquêteurs sur les lieux de l'attentat, des photos qui nous, dit-on, n'empêchent pas sa détermination et qui le poussent à rassembler les Français. On écoute le président. En France, nous avons un esprit qui doit être préservé, c'est notre unité, notre capacité à faire face, comme nous l'avons montré au début du mois de janvier, face à ces risques, face à ces menaces, c'est l'unité, le rassemblement et la capacité de la nation à faire face qui permettront de lutter contre le terrorisme avec la plus grande efficacité. Merci Maryse Burgot en direct de l'Élysée. Alors justement, où en est-on du dispositif Vigipirate? Il avait été relevé, on s'en souvient, à son niveau maximum après les attaques de janvier. Qu'en est-il aujourd'hui? Le détail, Simon Ricotier et Pierre-Jean Perrin. Depuis 17h, la région Rhône-Alpes est placée en alerte attentat, le niveau maximal du plan Vigipirate. Concrètement, comme ici en Île-de-France, davantage de militaires sont déployés et des mesures supplémentaires sont mises en place, comme l'interdiction de stationner devant certains bâtiments publics. Qu'en est-il aujourd'hui du dispositif Vigipirate au plan national? Depuis les attentats de janvier, 7000 militaires sont mobilisés en permanence, notamment devant les sites religieux ou dans les lieux touristiques, comme ici, à la Tour Eiffel. Les Parisiens comme les touristes se disent rassurés. Au moins on se dit que s'il se passe quelque chose, il peut y avoir une intervention très rapidement. Il y a beaucoup de soldats avec des fusils, donc ouais, c'est assez visible quand même. Donc c'est pour la dissuasion, donc c'est bien. Quelles mesures concernant les sites industriels sensibles, dit Céveso? Eux aussi sont en vigilance renforcée. En France, on en compte 1171, dont 145 en Rhône-Alpes. Le gouvernement leur demande de mettre davantage de personnel sur les sites de stockage, de faire des rondes de sécurité et de surveiller les allées et venues sur les sites. Les Français sont-ils inquiets? Même s'ils ont été marqués par les attentats de janvier, la plupart refusent de céder à la panique. Ça ne m'empêchera pas de prendre les transports en commun parce que je dois les prendre tous les matins. Si on s'inquiète à chaque fois qu'il y a quelque chose, on ne fait plus rien et je ne pense pas que ça soit la bonne solution. Si le 11 janvier on était dans la rue, c'était bien pour ça. Donc on va continuer à vivre. Pour l'heure, l'alerte maximale est prévue pour durer 3 jours en Rhône-Alpes, une région où se concentrent de nombreuses industries sensibles. Un mot et une réaction, Jean-Charles Brizard, sur cette annonce du chef de l'État. Le plan Vigipirate, c'est une dissuasion, un système de dissuasion où il y a une vraie efficacité? Vigipirate, c'est surtout une mesure d'affichage qui vise 2 choses. D'abord, rassurer les Français et deuxièmement, dissuader les éventuelles personnes qui pourraient passer à l'acte. En réalité, la valeur dissuasive de du plan Vigipirate est à relativiser parce qu'on sait aujourd'hui que les militaires et les policiers sont précisément
des cibles symboliques visées par ces réseaux terroristes. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que l'essentiel du travail, il est fait en amont, il est fait par les services de renseignement, et ce sont eux qui sont là, effectivement, pour neutraliser préventivement les risques d'attentat. Et on va évoquer désormais la menace globale, puisque la France a été visée, mais aussi donc la Tunisie. C'est l'autre tragédie de cette journée. Le pays a été victime d'une attaque terroriste. Le nombre de morts fait froid dans le dos. 37 au total, selon un tout dernier bilan, et de nombreux blessés. Un homme a ouvert le feu sur une plage touristique à Sousse. Les images avec Samassoula. Un carnage au cœur de la Tunisie touristique. Des cris de douleur sous les parasols, des victimes en maillot de bain, des touristes, pour la plupart étrangers, qui viennent d'être fauchés par des balles de Kalachnikov. Les blessés, 36 au total, sont pris en charge sur la plage par des pompiers et le personnel de l'hôtel paniqué. Une scène d'horreur. Partout sur le sable, des corps recouverts. Ceux qui n'ont pas survécu, il y a eu 37 morts. Un homme a ouvert le feu sur les vacanciers installés au bord de l'eau, sur la plage de l'Impérial Maraba, un grand hôtel de Sousse. Ce touriste britannique blessé était allongé sur un transat quand le terroriste a surgi. J'étais sur la plage et j'ai entendu des coups de feu. J'ai regardé ma femme. Elle s'est levée et s'est mise à courir. Et quand je me suis retourné, une balle m'a touché au bras et j'ai couru à l'eau. Ma femme s'est réfugiée à la réception de l'hôtel et moi, j'ai vu l'homme armé tirer au hasard sur les gens allongés sur les chaises longues de la plage. L'assaillant a d'abord tiré sur la plage, puis s'est dirigé vers la piscine pour poursuivre son massacre. On a entendu une sérénade de pétards, quoi. Tout de suite, j'ai compris que ce n'était pas un feu d'artifice, que c'était un Kalachnikov. Ça a été la panique. Hein. Tous les gens de la plage sont montés vers la piscine. Et la piscine, tout le monde à la réception pour se réfugier. Tout à coup, on a entendu des coups de feu. D'abord vers la plage. Il a tiré non-stop et puis il a couru vers la piscine, là-bas devant la porte. Les touristes se sont mis à fuir, il a pris une grenade et l'a jetée sur eux. Peu après la fusillade, un homme a été abattu près de l'hôtel. Voici l'image de l'assaillant mort présentée par la télévision nationale. Il aurait agi seul selon les autorités tunisiennes. Il s'agirait d'un étudiant de Kérouan, inconnu de la police. Les blessés, dont de nombreux Britanniques extrêmement éprouvés et choqués, ont été transportés à l'hôpital de Sousse. Des personnes âgées, beaucoup d'habitués, des touristes restés fidèles à la destination Tunisie malgré la menace et l'attentat du Bardo. L'attentat de ce jour est le plus grave de l'histoire de la Tunisie. Bonsoir Sandro Lutens, on vous retrouve en direct de Sousse, vous êtes le correspondant de France 24, on imagine évidemment que ce soir sur place, l'émotion est immense. Oui, l'émotion est immense. Les touristes qui sont encore dans l'hôtel se sont rassemblés dans le lobby autour de la réception. Alors certains ont le visage hébété, ils sont silencieux, d'autres au contraire échangent, essayent ainsi de digérer cette dure épreuve, ce scénario horrible de cet homme débarqué avec une Kalachnikov de la plage, tuant autour de soi. Alors certains sont déjà partis évidemment, ils sont partis dans des hôtels voisins ou carrément ont été rapatriés. Alors un Irlandais de 60 ans m'a dit lui-même qu'il venait depuis 10 ans et qu'il ne reviendra plus. Il était pourtant revenu après les attentats du Bardo. Cette fois-ci, il ne reviendra plus. Il n'a plus trouvé deux de ses amis qui devaient avec lui remonter dans ce bus. Par contre, un Allemand, a lui décidé de rester. Il honorera sa réservation jusqu'à mardi. Il ne se laissera pas intimider par les terroristes, dit-il, et il continuera à soutenir la Tunisie. Donc pour le moment, évidemment, un silence un peu macabre, mais certains vont encore rester. Merci Sandro pour ces précisions en direct sur place. Et avant de poursuivre, une image d'un vidéaste amateur qui vient de nous parvenir. Je vais la découvrir en même temps que vous. Vous voyez ici cette image prise visiblement d'un immeuble, d'une fenêtre du complexe hôtelier. On entend les bruits de la Kalachnikov du tireur. On le voit ici à l'image, me semble-t-il, au milieu de l'écran.
Voilà pour cette image qui vient de nous parvenir. Comme à chaque fois, on l'a vu, tout est allé très vite. L'homme était visiblement bien préparé. Écoutez justement ce témoignage d'un vacancier allemand sur le vif. Nous sommes des Allemands et nous étions aux plages quand le terroriste est arrivé et il a shot tout de suite. Et nous sommes partis à gauche et nous allons dans le souterrain. Et deux hommes de l'hôtel sont avec nous dans une grande salle et sans lumière. Et nous étions 2 heures dans la salle. C'est très dur parce que nous avons passé ici des jours agréables. Et maintenant, nous voulons tout de suite retour en Allemagne. Et maintenant, nous buvons du vin pour notre deuxième vie. Voilà pour ce témoignage et ce monsieur visiblement très ému. Bonsoir Renaud Bernard, on vous retrouve en direct à Tunis. Ce soir, le pays est en deuil, c'est le sentiment que vous avez découvert en arrivant sur place. Vous êtes sur place depuis quelques heures maintenant, Renaud. Bonsoir Julien, vous savez, ce soir les Tunisiens sont un peuple à terre, ils ont été touchés en leur point le plus sensible, le tourisme. Le président du pays l'avait déjà dit en mars dernier après l'attaque du musée du Bardo, un deuxième attentat contre le secteur touristique et le pays ne s'en remettra pas et les Tunisiens en sont bien conscients. Ils sont 400 000 à travailler dans ce secteur, une famille sur 2 connaît de près ou de loin quelqu'un qui vit du tourisme. Vous imaginez l'état d'esprit, d'autant que le terroriste a choisi sa cible, l'horreur sur cette plage, l'hôtel Marhaba, bienvenue en arabe, un message envoyé aux étrangers qui ne reviendront pas. C'est pour cette raison que le président de la République de Tunisie annonce des mesures douloureuses contre le terrorisme. Il en va de la survie du pays. Merci Renaud Bernard en direct de Tunis. Et parmi les victimes, on l'a dit, on compte de nombreux touristes. Bonsoir Thierry Curté, on vous retrouve en direct du Quai d'Orsay à Paris où une cellule de crise a été déclenchée. Thierry, sait-on ce soir si des Français figurent parmi les victimes ? Eh bien écoutez Julien, le ministère des Affaires étrangères ne signale pas de victimes françaises, mais dans le même temps ne publie pas de communiqué. Cela veut dire que le ministère des Affaires étrangères veut rester très prudent. Les victimes recensées sont belges, allemandes, norvégiennes et britanniques. Et vous l'avez dit, une cellule de crise a été activée derrière moi au Quai d'Orsay, dont le numéro s'affiche actuellement. Une cellule de crise pour les familles inquiètes qui auraient des Français actuellement en vacances en Tunisie et dont ils seraient sans nouvelles. Les diplomates réitèrent leur conseil de prudence renforcé pour les Français qui iront passer leurs vacances en Tunisie sans déconseiller le voyage. Et d'ailleurs, les tours opérateurs ne prévoient pas de retour anticipé pour les 3 à 4 000 Français actuellement en vacances de l'autre côté de la Méditerranée. Voilà, précision importante. Merci Thierry Curté au Quai d'Orsay. Et évidemment, ce soir, c'est une onde de choc. On l'a dit, c'est une onde de choc qui a traversé tout le pays. D'autant que cette attaque intervient 3 mois seulement après la tragédie du musée du Bardo. Il y avait eu 22 morts. Au-delà du drame humain, c'est aussi, Renaud en parlait, un terrible coup porté à l'économie du pays et au tourisme. Les explications et le détail avec Tiffaine de Tricorneau et Jean-Marc Nouknouk. Toutes les réservations, elle a été annulée en espèce de 3 heures. J'ai reçu les mails, il faut accepter les appels. Elles ont toutes annulé. Cette franco-tunisienne devait s'envoler cet après-midi, direction Sousse, avec 10 Françaises. Mais au bout du téléphone, les annulations s'enchaînent. Son agence de voyage est désormais en danger. On vit du tourisme. La Tunisie vit du tourisme. Voilà, tout le monde le sait. Et bien maintenant, ça va être vraiment la cata. Les touristes sont visés en Tunisie pour la 2e fois en 3 mois. À Orly, ces passagers s'apprêtent à embarquer avec un peu d'appréhension et de fatalisme. Je pense qu'on a tous peur malheureusement effectivement de ce genre de problème, mais qui peut arriver partout. Si on vit avec la peur, on sort plus, on mange plus, voilà, on dort plus. Alors c'est pour ça que j'envoie mes enfants. Je n'ai jamais fait attention jusque-là, bien que le terrorisme a commencé chez nous depuis quelques années. Je vais prendre un peu plus de précautions. La Tunisie, une destination bon marché, traditionnellement prisée des Français pour ses plages et son soleil assuré. Mais la révolution de Jasmin en 2011 et l'attentat contre le musée du Bardo en mars dernier ont fait fuir les touristes. Depuis 5 ans, le nombre de voyageurs français en Tunisie est en chute libre, moins 63%.
Malgré les prix cassés, une campagne de promotion sur Internet et des publicités, le tourisme ne repart pas. Selon les professionnels, la saison 2015 est d'ores et déjà perdue. Par rapport à l'an dernier, les réservations de l'été enregistrent une baisse de 40%. Vous pouvez imaginer qu'en dernière minute, sur juillet-août, les ventes repartent. Il est évident qu'avec ce qui s'est passé aujourd'hui, il va y avoir des reports sur d'autres destinations, et notamment on le voit sur le Portugal qui monte en flèche. Le tourisme, un secteur clé de l'économie tunisienne aujourd'hui menacé, il emploie 400 000 personnes et représente 7% de la richesse nationale. Bonsoir Kamel Djendoubi, merci infiniment d'être avec nous ce soir en direct. Vous êtes le ministre tunisien des Relations avec la société civile. D'abord, au-delà de la politique, Monsieur le ministre, votre état d'esprit ce soir, on imagine votre vive émotion, votre colère aussi peut-être? La Tunisie est en guerre, monsieur. Elle a été, pas d'aujourd'hui seulement, elle a été aussi avant Bardo, au moment de l'attentat de Bardo, aujourd'hui aussi. Et cette guerre ne concerne pas uniquement les forces armées ou les forces de la police ou la gendarmerie. Cette guerre concerne tous les Tunisiens. Tous les Tunisiens sont concernés par cette guerre. Elle concerne aussi le monde démocratique. Parce que ce qui se joue en Tunisie aujourd'hui, ce n'est pas seulement le tourisme, c'est le modèle démocratique qui est choisi par les Tunisiens et qui va continuer et pour lequel on va se défendre et on va se battre pied à pied pour qu'il réussisse, car il est le seul, je crois, et vous pouvez le constater, le seul qui émerge dans ce monde arabe depuis 4 ans. Oui. Et cette guerre-là, pour la gagner, il faut la mobilisation, il faut l'unité, il faut la solidarité. Monsieur le ministre, on a entendu tout à l'heure votre président, Béji Caïd Essebsi, appeler à l'aide les alliés de la Tunisie face à la menace djihadiste. Pour être clair, que réclamez-vous? Des moyens militaires, des moyens civils, une coopération renforcée? De quoi s'agit-il précisément? Bien sûr, il y a tout ça à la fois, une coopération, une solidarité, un soutien, et surtout, pour qu'on gagne la guerre aussi, il faut une économie de guerre. Il faut les décisions qu'on prenne pour que la priorité de notre défense, la défense du pays, la défense aussi de notre modèle soit assurée. Et aussi, il faut une discipline ici en Tunisie. Il faut qu'il y ait un seul drapeau qui soit défendu en Tunisie. Le drapeau rouge et blanc, celui de la Tunisie. Il n'y a pas, il ne doit pas y avoir d'autre drapeau. Ici en Tunisie, la diversité est préservée. Les libertés sont préservées, sont défendues. Mais aussi, notre pays, notre identité démocratique doit être défendue. Et donc, à cela, tous les amis qui se disent amis de la Tunisie doivent le comprendre, mais doivent aussi l'assumer avec nous. Et nous nous combattons pour la Tunisie, pour les Tunisiens, mais nous luttons aussi pour vous, pour toutes les valeurs que nous partageons. Merci infiniment, Monsieur le ministre, d'avoir été ce soir avec nous et bon courage à vous et à votre pays pour cette épreuve que vous traversez. Alors il y a la France, la Tunisie, mais aussi le Koweït. Le riche émirat a lui aussi été frappé quasiment au même moment par un attentat terroriste, une attaque suicide dans une mosquée chiite. Là encore, le bilan est très lourd, 25 morts, plus de 200 blessés. L'attaque s'est produite pendant la grande prière en ce vendredi du Ramadan et elle a été revendiquée quelques heures plus tard par le groupe État islamique. Jean-Charles Brizard, ces 3 événements sont évidemment distincts, le choix des cibles, le mode opératoire, tout est différent, mais on ne peut pas ne pas se poser la question de la concomitance. Peut-on imaginer un lien entre ces 3 événements? Nous sommes, si vous voulez, face à une internationale terroriste. Hier, c'était Al-Qaïda, aujourd'hui, c'est l'État islamique. L'État islamique intervient, agit à travers des sympathisants et frappe dans le monde entier. C'est vrai, aujourd'hui, vous rappeliez ces 3 attentats dans 3 pays différents. C'était vrai hier aussi, il y a quelques mois de cela, en Australie, au Canada. Y a-t-il concomitance? Y a-t-il coordination entre ces différents auteurs? Rien ne permet de le dire à ce stade. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ces 3 événements interviennent quelques jours après un appel du porte-parole de l'organisation État islamique qui appelait les sympathisants dans le monde entier à profiter du mois de Ramadan pour mourir en martyrs. C'est-à-dire commettre concrètement des attentats suicides dans leurs pays respectifs. Et ces appels sont entendus. On se souvient que celui de septembre, par exemple, où Adnani, le porte-parole, appelait ses sympathisants à frapper par tous les moyens les membres de la coalition, a été suivi des faits. Ça veut dire, Jean-Charles Brizard, que la France est aujourd'hui une cible de premier plan?
la France est une des premières cibles de ce groupe terroriste et des groupes terroristes dans le monde, quels qu'ils soient affiliés à Al-Qaïda ou qu'ils relèvent de l'État islamique, oui, en effet. Merci infiniment Jean-Charles Brizard, et je découvrais à l'instant cette dernière dépêche AFP du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui parle ce soir de risques terroristes extrêmement élevés, donc ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Merci infiniment de nous avoir accompagnés ce soir. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir donc sur ces 3 attaques perpétrées en France, en Tunisie et au Koweït. Dans le reste de l'actualité de ce vendredi, d'abord les négociations à Bruxelles sur le sort de la Grèce. Une proposition d'accord a été faite au pays, une aide de 12 milliards d'euros, mais sous condition. Un accord doit être trouvé dans les 24 heures. François Baudonnet avec Tahar Nasri. Autour de la grande table du sommet européen, le sort de la Grèce n'était pas officiellement à l'ordre du jour. Mais en aparté, Alexis Tsipras était bien au centre de toutes les attentions. L'Union européenne, la BCE et le FMI proposent à Athènes 12 milliards d'euros d'ici novembre en contrepartie de réformes profondes et de coupes budgétaires drastiques. Nous l'avons encouragé à accepter l'offre exceptionnellement généreuse des 3 institutions et à faire le dernier pas, le grand saut. Mais pour le Premier ministre grec, certaines exigences des créanciers sont inacceptables et il dénonce les pressions qu'il subit. Les principes fondamentaux de l'Union européenne sont la démocratie, la solidarité et le respect mutuel. Ces principes ne sont pas compatibles avec les chantages et les ultimatums. Si un accord n'est pas trouvé d'ici mardi prochain, Athènes sera alors en défaut de paiement, ce qui pourrait l'obliger à quitter la zone euro. Le dernier acte de la tragédie grecque va donc se jouer ici, demain, à Bruxelles. À partir de 14 h, les ministres des Finances de la zone euro auront une Xème réunion qui sera également la toute dernière. Selon un haut diplomate européen, il n'y aura en effet pas de session de rattrapage. Et il ajoute, ce soir, pour la Grèce, il est minuit moins 1. Un mot de la reprise également du travail aujourd'hui des chauffeurs de taxi au lendemain d'une journée de mobilisation de grande ampleur contre le service de transport entre particuliers Uber Pop. Des blocages, vous le voyez, ont encore eu lieu aujourd'hui à Paris notamment, et des contrôles de police ont également été mis en place pour interdire ce service. Et puis du sport et le moment de vérité pour les footballeuses françaises. Elles affrontent ce soir en quart de finale de la Coupe du Monde le Canada, la redoutable équipe d'Allemagne. Coup d'envoi du match à 22 h heure française. Les Français et leurs proches ont envie cette fois de croire à l'exploit. Julien Benedetto et Christophe Vignal. C'est sans doute le match le plus important de leur carrière. Visiblement sereines, les Bleus se sont promenés dans un parc de Montréal près du stade cet après-midi. Un rituel pour resserrer les liens avant le défi allemand. À quelques mètres de là, l'espoir de toute une famille qui a fait le voyage depuis l'Orient. Le père d'Eugénie Le Sommer, attaquante des Bleus, n'est pas effrayé par l'adversaire. Il a déjà écrit le scénario. Moi je dis qu'elles ont autant de chances de gagner ce match-là qu'un autre match. Bon, en plus si c'est Eugénie qui marque, alors là, c'est encore mieux. De Montréal à Paris, les proches des joueuses rêvent tous d'un exploit bleu-blanc-rouge. Moi je dis pronostic 2-1 pour la France, doublé de Marie-Laure Delis. Le petit frère de Marie-Laure Delis, meilleure buteuse des Bleus, compile précieusement tous les articles sur sa sœur, entre espoir et admiration. Ah, le match est dans ma tête, la télé elle est déjà préparée, le match aussi, et puis voilà, ma sœur aussi elle est préparée, elle m'a dit qu'elle était prête à affronter cette équipe d'Allemagne et gagner, donc moi aussi j'attends de voir en fait. Dans ce club parisien, les apprenties footballeuses arborent fièrement le maillot de l'équipe de France. Ici, la réussite des Bleus fait naître des vocations. Vu comme les filles de l'équipe de France jouent bien, j'aimerais bien être dans cette équipe. Je pense pas que je puisse atteindre le niveau de joueuse professionnelle. Ça demande beaucoup d'investissement et beaucoup de talent surtout. Mais je sais pas, ça serait bien. Grâce à leur récente performance, les Bleus ont fait exploser le nombre de licenciés. Une victoire ce soir et elles entreront définitivement dans le cœur des petites Françaises.
Et on est avec elles, bien sûr, et on leur souhaite bonne chance. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est la météo, Tania Young, puis le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. L'information demain dès 6h Télématin. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 13h pour l'info et à 20h. Passez une très belle soirée sur France 2. À demain.